Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Welcome, la chaîne dédiée aux sujets divers et variés sur la géographie. Alors sur cette chaîne, on va aborder différentes thématiques, qu'elles soient incroyables, curieuses, complexes ou même fascinantes. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous parler des 7 merveilles de la nature. Alors entendons-nous bien, les 7 merveilles de la nature n'est pas un top ou un classement confectionné par mes soins. Mais c'est une initiative de la New Seven Wonders Foundation dirigée par Bernard Weber qui en 2011 a décidé de retenir un certain nombre de lieux sur la planète pour lesquels les internautes du monde entier ont pu voter. Cette démarche a posé beaucoup de problèmes mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous présenter l'Amazonie. Vous savez très bien que l'Amazonie est composée de la forêt tropicale amazonienne, chaude et humide, qui s'étend sur plus de 5 millions de kilomètres carrés et est traversée par le fleuve Amazone. Cette forêt s'étend sur 7 pays, le Brésil, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, la Bolivie, la Colombie et la France. Et son environnement, sa faune et les peuples autochtones qui y vivent souffrent de la déforestation. Je ne vous apprends rien. Maintenant que le décor est planté, connaissez-vous Ed Stafford? Non, mais vas-y, dis-nous. Ce mec ferait passer Bear Grylls pour un randonneur du dimanche. C'est-à-dire qu'un beau jour, Ed décide de quitter le comté de Leicester pour se rendre au Pérou, dans la cordillère des Andes, et de descendre à pied le fleuve Amazone entièrement, soit environ 6500 km. Ça fait un bon Paris-Columbus dans l'Ohio. Il a mis très exactement 2 ans, 4 mois et 8 jours avec son compagnon et guide Gadiel Sanchez Rivera pour réaliser cet exploit que personne n'avait fait avant lui. Et il faut dire qu'hormis avoir du temps et un financement solide pour cette expédition, il faut aussi avoir beaucoup de courage. Car durant son périple, ce bon Ed a subi d'innombrables piqûres de moustiques, des éruptions cutanées, des évanouissements, a été accusé de meurtres qu'il n'avait pas commis par des tribus autochtones et a fait face à la faune hostile de l'Amazonie. Anacondas, anguilles électriques, serpents, scorpions et même des eustres. Des quoi? Des eustres, et je te conseille d'arrêter de manger. Oh, ça va, c'est équilibré. Non, je dis ça parce que là on va rentrer dans la partie dégueulasse. Les eustres donc sont des insectes ressemblant à une mouche mais qui ont la particularité de pondre leurs larves dans le corps d'espèces à sang chaud. Mais pas dans l'homme quand même. Et si. Et Ed en a fait l'expérience car des eustres ont pondu leurs larves dans son cuir chevelu et se nourrissaient de sa chair. Ça me rappelle un film. Je vais pas vous faire un dessin, la baie d'Along est l'un des plus beaux endroits de la planète, avec plus de 19 000 îlots et pitons rocheux, des grottes, une eau verte émeraude et des paysages à couper le souffle. Bref, ça nous rappelle qu'à chaque fois que tu prends des congés, tu restes coincé ici entre ces 4 murs à rien faire de ta vie et qu'il serait temps que tu te prennes en main et partes découvrir le monde. Ouais, mais t'es pas obligé de parler de ma vie privée comme ça. De notre vie privée, tu veux dire, car je suis ton toit désinhibé, je te rappelle. Joue pas au malin, t'es fictif, je te coupe au montage quand je veux. Mec, tu fais ça, je te jure, tu... Revenons à la baie d'Along. En regardant sa géographie atypique, on peut se demander comment s'est-elle formée. Et selon la légende, un immense dragon, ancêtre des Vietnamiens, est descendu du ciel avec ses enfants pour libérer son peuple attaqué par des monstres marins. Le dragon cracha des perles pour repousser ses ennemis qui se changèrent en pierre à leur contact. Et le relief de la baie tel qu'on le connaît aujourd'hui aurait été creusé par la queue du dragon. La baie se nomma alors Along, qui signifie la descente du dragon en vietnamien. Bon, la vérité c'est que la géographie de la baie est le résultat de mouvements entre la plaque tectonique philippine et la plaque eurasienne, et que le temps, le retirement de la mer et l'érosion ont fini le travail. Et si l'eau y est d'un vert émeraude, ce serait dû à la présence importante de chlorophylle dans le phytoplancton des eaux de la baie, et non à la présence de la peau verte du dragon au fond de la mer. Moi je préfère l'histoire avec le dragon, la science et la géologie, ça me casse les couilles. Passons maintenant à la troisième merveille.
Et on va continuer à parler de dragons puisque l'île de Komodo, située en mer de Flores, est surtout connue pour héberger les fameux dragons de Komodo. Attends, ça un dragon? Ça ressemble plus à un lézard? C'est un varan pour être plus précis, et ne vous y trompez pas, cet animal est extrêmement dangereux. Pourquoi dangereux? Tout d'abord, je vous laisse un aperçu de ses dimensions à côté d'un homme de taille moyenne. À taille adulte, le varan mesure entre 2 et 3 mètres de long et pèse 80 kg. Mais il est aussi capable de vous courser à une vitesse de 20 km/h, et sa morsure vous injectera un venin qui provoquera une hémorragie. Alors, varan, hémorragie. Mec, j'ai trouvé une vidéo. C'est bon, je pense qu'on a eu notre lot d'images dégueu avec les œustres. Le varan peut aussi, comme les œustres, être un danger pour les habitants de l'île. C'est pour cette raison que la majeure partie des habitations ont été construites sur pilotis pour se protéger du reptile. Malgré sa nature de prédateur, le varan de Komodo est une espèce menacée d'extinction avec moins de 2500 spécimens. Cependant, les femelles varans possèdent la parade ultime à l'éventuelle disparition de leur espèce, la parthénogenèse. Alors les S, on sait pas ce que ça veut dire? La parthénogenèse est la reproduction sans acte sexuel et sans fécondation. C'est-à-dire qu'en l'absence de mâle, la femelle varan va produire elle-même une cellule œuf haploïde. Je vulgarise, mais c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Le truc étonnant, c'est que ces cellules œufs vont donner naissance à des mâles uniquement. Mais ce n'est pas tout. Car pour pérenniser son espèce, la femelle varan va se reproduire avec ses enfants mâles. Ouais. C'est là que tu te rends compte que Game of Thrones c'est plutôt soft quand même. Cette île n'est pas très connue par chez nous, mais très populaire chez les Coréens, les Chinois et les Japonais. Ils la surnomment d'ailleurs l'île aux 3 trésors que sont le vent, les roches volcaniques et les femmes. Bon, le vent, les cailloux, je m'en tape, par contre les femmes... Si les femmes sont un trésor sur cette île, c'est dû aux Añejo. Traduction, les femmes plongeuses. Pour ces femmes plongées est leur métier, car elles récupèrent des mollusques, des coquillages et des algues au fond de la mer, car ces produits représentent la plus importante ressource économique de l'île. Petite précision tout de même, les Añejo ont la particularité de plonger en apnée et jusqu'à 20 mètres de profondeur. Cependant, cette culture locale des Añejo ne perdure plus à cause de la difficulté de ce travail, de la précarité des Añejo et des contre-coups évidents sur la santé que représente la pratique de la plongée en apnée pendant plusieurs années. En 50 ans, le nombre d'Añejo a été divisé par 6 et le peu qui reste ont plus de 50 ans pour la plupart. L'île de Jeju a su réorienter son économie vers la production de mandarines et d'oranges et aménager son territoire pour développer le tourisme. Car oui, si l'île de Jeju figure parmi les 7 merveilles naturelles, c'est qu'elle est un véritable joyau de l'océan avec sa part de mystère. Une des curiosités de l'île de Jeju sont ses statues de pierres étranges qui rappellent les moai de l'île de Pâques. Ceux-ci sont appelés les Dol Arebang, qui signifie grand-père de pierre. Ces idoles seraient là pour repousser des démons et seraient aussi un symbole de fertilité. Attends, comment un totem avec une capote sur la tête peut être symbole de fertilité? Tu m'expliques? Les Dol Arebang sont souvent représentés avec une forme plutôt phallique en effet, mais ce qu'ils portent sur la tête varie en fonction des théories et des croyances. Pour certains, il s'agirait d'un chapeau et pour d'autres d'un champignon. Beaucoup de mystères planent encore autour de ces monuments et personne ne peut encore assurer qui les a construits, pour quelles raisons, ni pourquoi ces statues sont représentées avec des expressions différentes. Ce qui est sûr, c'est que l'île de Jeju possède l'un des paysages les plus idylliques sur Terre. Entre mer et montagne, Jeju se dessine avec des plages de sable blanc et des tunnels de lave tortueux au creux des roches aux sculptures atypiques. C'est aussi une île qui se réinvente au fil des saisons. Passons maintenant à la 5e merveille. Contrairement à ce qu'indique son nom, ce parc naturel situé dans la province de Palawan se trouve à 50 km de la ville de Puerto Princesa. Le prix de l'excursion pour découvrir cette réserve protégée varie, mais vous en tirerez en moyenne pour 1500 pesos. Muchacho, les Philippines c'est un peu loin de l'Amérique du Sud pour marchander en pesos. Alors oui, ça peut paraître surprenant, mais pendant longtemps, les Philippines étaient sous la domination de l'empire colonial espagnol,
qui profitaient de la localisation des Philippines pour pouvoir commercer avec la Chine, qui n'acceptait que de l'argent métal comme le peso espagnol. Et cette monnaie est restée même après l'indépendance des Philippines en 1946. Mais revenons à Puerto Princesa. Il vous faudra passer une épreuve avant d'embarquer dans votre excursion de la rivière souterraine. Les singes chapardeurs du parc de Puerto Princesa. Vous voyez de quoi je veux parler, ces petits macaques peu farouches qui se barrent avec votre bouffe ou vos effets personnels. Un conseil, fermez bien vos sacs et ne posez jamais votre appareil photo n'importe où. Couillon de touriste. Bref, une fois passé les macaques et une courte balade dans la forêt tropicale du parc, vous allez embarquer pour la visite de la rivière souterraine et comprendre pourquoi elle fait partie des 7 merveilles de la nature. Vous allez pénétrer dans la plus grande rivière souterraine du monde, avec une grotte de 60 mètres de haut. L'ambiance y est particulière, tout d'abord sombre, presque angoissante. Puis, dans un silence de cathédrale, le véritable spectacle s'offre à vos yeux. Des stalactites, des stalagmites et des roches aux formes originales qui semblent avoir été taillées sur mesure par un sculpteur. Le tout étant mis en valeur par des jeux de lumière rendant le tableau presque féerique. C'est bon ? T'as fini de t'emballer ? Tu peux leur parler des chauves-souris maintenant ? Ah oui. Pour les moins téméraires d'entre vous, sachez que cette grotte est le lieu de résidence de chauves-souris. Mais rien d'inquiétant, rassurez-vous, elle ne s'attaque que très rarement à l'homme. J'ai même entendu dire qu'on n'avait qu'une chance sur 1 million de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors oui, je sais qu'Amixem a déjà fait un vlog en Afrique du Sud sur l'endroit dont je vais vous parler, mais il ne vous a pas tout dit. La montagne de la Table, située dans la ville du Cap en Afrique du Sud, fait partie des plus vieilles montagnes du monde, avec un âge estimé à environ 260 millions d'années. Elle ne fait pourtant que 1086 mètres de haut et est accessible à pied ou par téléphérique pour celles et ceux qui n'ont pas le vertige. Franchement, ils se sont pas cassé le cul pour trouver le nom de montagne de la Table. Tout comme la baie d'Along, une légende embaume la montagne de la Table. Il y a bien longtemps, un terrible pirate hollandais du nom de Jan van Hunks s'est retiré du monde de la piraterie pour s'installer sur la montagne de la Table. Il vieillissait, isolé de la ville, à contempler la baie du Cap et à fumer sa pipe. Un beau jour, alors qu'il fumait tranquillement, un inconnu vint à sa rencontre. Un homme mystérieux, habillé intégralement en noir, avec un chapeau dissimulant son visage. L'inconnu s'installa près de Van Hunks, sortit sa pipe et se mit à fumer. Il se tourna vers le vieux pirate et lui dit « Je parie que je peux fumer plus que vous. » Van Hunks, qui avait fumé toute sa vie, était confiant et accepta le défi. Les deux fumeurs ont alors allumé leurs pipes et très vite, de gros nuages de fumée se sont formés autour d'eux et se sont déversés sur la montagne de la Table. L'inconnu s'est avoué vaincu face à Van Hunks et révéla son identité avant de partir. C'était nul autre que le diable en personne. Depuis, à chaque fois que la montagne de la Table se pare de sa nappe de nuages, les gens supposent que Van Hunks et le diable se défient encore pour savoir lequel des deux fume le plus. Les sources divergent, mais selon l'une d'elles, cette légende aurait donné le nom de Devil's Peak à cette partie de la montagne de la Table, car les nuages qui l'enveloppent semblent venir de ce pic la plupart du temps. Passons maintenant à la 7e et dernière merveille. Les chutes d'Iguassou sont un ensemble de 275 cascades à cheval entre l'Argentine et le Brésil et font partie d'un parc national déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. Ces cascades forment une frontière naturelle entre les deux pays qui s'unissent pour la protection de ce lieu et de ses habitants à poil, à plumes ou à écailles. Pour revenir aux chutes d'Iguassou, sachez que la plus grande cascade mesure plus de 80 mètres de haut et se nomme Garganta do Diablo, qui signifie la gorge du diable. Ah, c'est marrant, mon ex avait aussi ce pseudo sur Tinder. Bref, vous aurez plusieurs façons de visiter ces chutes et ce parc naturel. Du côté argentin, tout d'abord, vous pourrez plus approcher les chutes, voire même de faire une balade en Zodiac si vous en avez les moyens. Du côté brésilien, vous aurez plus une vue d'ensemble des différentes cascades et vous pourrez accessoirement faire un vol au-dessus des chutes en hélicoptère. J'aimerais vous parler aussi de la faune exceptionnelle de ce parc avec légèreté et humour, mais quand l'actualité aborde plutôt les blessures et maltraitances de ces animaux, ainsi que d'intoxication par les touristes qui donnent n'importe quoi à manger à ces différentes espèces malgré les interdictions,
Je préfère plutôt vous inviter à aller au centre de Giraoga qui se situe à seulement quelques kilomètres du parc d'Iguassou et qui a pour mission le soin et la réinsertion de ces animaux blessés ou maltraités dans leur milieu naturel. Et on est en droit de se demander comment cette situation peut être possible. Attends, la New Seven Wonders n'avait pas pour projet de conserver l'environnement des merveilles naturelles qu'elle avait lues? Si. Alors elle n'a pas les moyens de mettre en place des dispositifs pour les protéger? Si. Mais derrière de belles intentions louables et un masque de bienfaiteur de l'humanité peut se cacher une magnifique opération d'enrichissement personnel. Je m'explique. Tout d'abord, la campagne visant à trouver les 7 merveilles naturelles que je vous ai présentées a été lancée par une fondation à but non lucratif qui est la New Seven Wonders. En cherchant bien, on trouve pourtant une entreprise commerciale du nom de New Open World étant directement liée aux activités de la New Seven Wonders. Les 28 sites finalistes devaient être représentés par un comité de soutien universel qui devait verser à la base une petite somme d'argent à la New Seven Wonders pour des frais d'administration. Par la suite, la New Seven Wonders a exigé à différents comités de soutien des sommes plus importantes pour des parrainages et pour organiser des événements de célébration sur les différents sites. Ainsi, il a été révélé que la New Seven Wonders avait demandé plus d'1 million de dollars au comité des Maldives ainsi qu'à une société de télécommunications locale pour des frais de licence et l'organisation d'un événement. Mieux encore, la New Seven Wonders a exigé 45 millions de dollars au ministère du Tourisme indonésien pour les mêmes raisons, allant jusqu'à les menacer de les retirer de la liste des 28 finalistes. Si le comité de soutien des Maldives et de l'Indonésie ont refusé de payer, allant même jusqu'à menacer la fondation de poursuites judiciaires, un bon nombre de comités et leurs sponsors ont bel et bien organisé des événements pour leur nomination. Ah, tu le sens, mon lobby du tourisme! Les sommes d'argent importantes et variant sans réelle logique n'étaient pas versées à la New Seven Wonders, mais à la New Open World Corporation dont je vous parlais tout à l'heure, et qui utilisait pour ces transactions l'adresse d'un cabinet d'avocats basé au Panama. Tu le sens aussi, mon paradis fiscal? Outre les magouilles financières, on peut se poser la question de la légitimité de ces merveilles avec le système de vote qui était mis en place. Tout le monde pouvait voter pour ses 7 sites favoris gratuitement sur internet, mais également en payant par SMS. Et bien évidemment, vous n'étiez pas cantonné à voter qu'une seule fois, mais vous pouviez renouveler votre vote chaque jour. Pour rappel également, en 2011, l'année où s'est déroulé le vote, un peu plus de 30% seulement de la population mondiale avait accès à Internet. Bref, entre intérêts financiers, lobby du tourisme et vote uniquement de populations de pays développés, on peut se demander si tous ces sites méritent leur place de merveilles naturelles. Attention, je n'affirme pas que ces lieux n'ont rien à faire parmi les 7 merveilles, mais ce classement aurait-il été le même sans toutes ces controverses et avec un système de vote différent? Pas sûr. Quoi qu'il en soit, la beauté est un jugement subjectif et il appartient à chacun de se faire une idée de ces 7, 10 ou 20 merveilles du monde. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir ou redécouvrir certains lieux et qu'elle vous aura donné envie de voyager. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et dans un tout autre format.